Retrouver pour ce nouvel épisode de Confiné, nos Facebook Live pendant la crise sanitaire pour vous donner le maximum d'informations, répondre au maximum de questions que vous pouvez vous poser sur tous les sujets qui touchent à la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Alors, on le sait, le gouvernement est en train de préparer activement le plan de déconfinement. Il reposera sur notre capacité à tester, notre capacité à protéger avec la question des masques, notre capacité à isoler aussi ceux qui seront atteints par le virus et de façon générale pouvoir casser les chaînes pandémiques qui pourraient reprendre. Dans ce cocktail de solutions, il y a évidemment au centre les outils numériques qui sont sur la table. Et ce soir, je suis très content de pouvoir recevoir le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O. Cédric, merci beaucoup d'être avec nous ce soir et de prendre du temps. Bonjour à toi pour répondre aux questions que les internautes se posent, et notamment sur un outil numérique qui est en cours de développement, en cours de travail, de conception par le gouvernement, sous ton autorité, que s'appelle Stop Covid. Il y a eu beaucoup de débats sur cet outil-là ces dernières semaines. Il y aura d'ailleurs un débat à l'Assemblée nationale prochainement pour débattre des outils numériques. Le mieux, c'est peut-être que tu nous dises un petit peu ce qui est en conception par le gouvernement. On a beaucoup parlé de tracking ces dernières semaines. Ce n'est pas un terme que tu utilises toi d'ailleurs. Peut-être que c'est bien que tu clarifies qu'est-ce que c'est que cette application et à quoi elle servira pour le futur. Ouais, merci Stanislas et merci de m'inviter aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il faut commencer par d'abord comment marche l'application et ce qu'elle fait concrètement et puis à quoi ça sert. C'est ça le plus important. Comment marche l'application et pourquoi ce n'est pas une application de tracking, mais plutôt une application de tracing, et la différence de l'être fait la différence. C'est que ce que fait l'application, c'est que par exemple, si toi et moi, nous nous rencontrons dans une condition, par exemple, à moins de 2 mètres pendant plus de 5 minutes, chaque téléphone, le tien, le mien, va enregistrer le fait que nous nous sommes croisés de manière anonyme. Donc, il y aura un identifiant qui ne dit pas Stanislas Guérini, mais qui donne un code à ton téléphone. Et si demain, moi, je me déclare sur mon téléphone, tu recevras une notification qui dit « Vous avez croisé dans les derniers jours quelqu'un qui, depuis, a été testé positif. Vous devez aller vous faire tester ou en tout cas prendre contact avec une équipe sanitaire. » Et donc, quelqu'un ne sera pas identifié non plus. Et non. Et en fait, c'est pour ça que ce n'est pas une application de tracking. C'est que d'abord, l'application est totalement anonyme, c'est-à-dire que la seule information qui est disponible, c'est la notification que tu reçois. Moi, je ne sais pas qui est enregistré dans mon téléphone. Toi, tu ne sais pas qui est enregistré dans ton téléphone. Toi, tu ne sais pas d'où vient la notification et personne, pas même l'État, n'a accès ni à la liste des personnes infectées, ni à qui a rencontré qui, pour le dire en 2000. Donc, c'est totalement anonyme et totalement… En tout cas, il n'y a pas de phénomène de tracking des personnes. Peut-être dire, en fait, à quoi ça sert et pourquoi c'est utile dans le cadre du déconfinement. Au moment du déconfinement, on déconfine parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont le virus dans la population. Le gros risque dans ces conditions, c'est que des personnes qui ne seront pas très nombreuses recontaminent l'ensemble de la population. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la botte secrète des Coréens, mais également des Allemands, et qui a été évoqué par le Premier ministre et Olivier Véran dimanche dernier, c'est que dans ces cas-là, le cœur pour éviter que l'épidémie ne reparte, ce sont les enquêtes sanitaires. Et donc, c'est ce qui s'est passé au Canton de Montjoie il y a quelques mois, où quand il y avait un premier cluster, dès qu'il y avait quelqu'un de malade, on lui demandait toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans les 14 derniers jours, on lui demandait où est-ce qu'il était allé, s'il avait pris un train, un avion, et on essayait de recontacter toutes ces personnes pour prendre des mesures et éviter que ces personnes qui parfois sont asymptomatiques rediffusent le virus sans le savoir. Cette méthode, elle est centrale et on devra absolument se mettre en capacité d'avoir ces enquêteurs sanitaires. Les Allemands viennent d'annoncer qu'ils en auront plusieurs milliers pour éviter que l'épidémie ne reparte. Seulement, il y a quelques trous dans la raquette, entre guillemets. D'abord, c'est la mémoire des gens, parce que tu ne te souviens pas de toutes les personnes que tu as croisées à moins de 2 mètres pendant plus de 5 minutes. C'est un exemple, hein, on verra comment on affine la définition sur les 14 derniers jours. Et ensuite, il y a 2 autres cas de figure qui sont très compliqués à gérer, qui sont les transports en commun, ou encore quand tu es allé dans un lieu un peu peuplé comme les magasins. Et donc, c'est là que l'application devient utile. J'ai vu les chiffres qui circulaient dans la population, dans certains papiers qui disaient 60% de la population pour que ce soit utile. C'est pas comme ça que dans la vraie vie ce sera utilisé. Dans la vraie vie, ça viendra couvrir de manière marginale mais indispensable des cas de figure qu'on ne sait pas chercher. Sinon, si tu as passé 30 minutes dans le métro, personne ne s'est recontacté la personne qui était à côté de toi et qui peut-être est porteuse du virus sans même le savoir. En fait, pour prendre l'exemple, je pense qu'il est important de ce qui s'est passé avant le confinement au Contamine de Montjoie, il y a eu une enquête qui a été faite sanitaire totalement manuelle
qui a pris énormément, évidemment, d'énergie, de temps pour pouvoir interroger toutes les personnes dans un lieu précis. Ce que permettrait cette application, c'est de nous donner plus de facilité à mener ce type d'opération pour casser les chaînes pandémiques, quoi. En fait, on devra faire l'enquête manuelle. On devra absolument faire l'enquête manuelle et faire ça de manière industrielle. Tous les pays doivent se mettre en capacité de faire l'enquête manuelle. Par contre, il y a des cas qui ne sont pas couverts par l'enquête manuelle, notamment dans les grandes villes. Ça tombe bien, c'est l'endroit où les gens ont le plus un smartphone. Et c'est ces cas-là dans lesquels l'application Stop Covid, en plus des enquêtes manuelles, peut être extrêmement intéressante. Alors, je rajoute un élément, c'est que, évidemment, ça sera probablement nécessaire, mais il y a des difficultés techniques de développement et donc nous ne sommes pas totalement certains, j'ai évoqué au Sénat les difficultés que nous avons avec les Apple, les iPhones notamment, nous ne sommes pas totalement certains d'avoir l'application à disposition. Deux, c'est un projet européen. Donc moi, je parle tous les jours au cabinet de la chancelière Angela Merkel. J'ai eu Thierry Breton hier, j'ai parlé hier à mon homologue italienne, je parle demain à mon homologue espagnol. Et donc, l'idée, c'est que ce soit un projet européen, d'abord parce que c'est porteur des valeurs européennes, et ensuite parce que ça permet d'être interopérable, ce qui fait que si un Allemand vient en France, ou un Espagnol vient en France, ou un Français va en Italie, eh bien, l'application fonctionne. Ouais. Et porteur des valeurs européennes, c'est important, c'est-à-dire que nous voulons mettre à disposition de l'ensemble du monde une application qui fait ce que j'ai dit, qui respecte totalement la vie privée et les libertés publiques, et qui sera open source et gratuite, c'est-à-dire que d'abord, tout le monde pourra vérifier qu'elle fait bien ce que le gouvernement dit qu'elle fait, ce qui est très important pour contrôler ce qui se passe. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça permettra à des pays qui n'ont pas la capacité de développer ce genre d'application, parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques, de disposer de ce genre d'application. Alors, on va y revenir parce qu'effectivement, cette application, elle fait aussi débat sur la question des libertés individuelles que tu évoques toi-même. Mais d'abord, je voudrais qu'on comprenne bien exactement comment elle fonctionne. Est-ce qu'il est vrai de dire qu'une des différences entre tracking et tracing, c'est notamment sur la technologie qui va être utilisée. Ça voudra dire qu'on ne sera pas suivi en permanence comme si on utilisait une technologie GPS, mais ça va mesurer vraiment les points de contact. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Grâce à la technologie Bluetooth. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu, sans être trop technique, mais quelle est la… C'est vrai qu'il y a plusieurs technologies sur la table. Et d'ailleurs, si on regarde les pays autour de nous, comme l'Italie, comme l'Espagne, voire comme l'Angleterre qui l'envisage, eux, ils envisagent d'utiliser le bornage GSM, donc la géolocalisation des téléphones, par exemple, pour vérifier que quand vous êtes en confinement, vous ne sortez pas de chez vous. Donc, c'est évidemment très intrusif pour la vie privée et ce n'est pas anonyme. Et c'est quasiment un bracelet électronique sur le téléphone. Nous, ce n'est pas ça que nous avons retenu. C'est-à-dire que dans l'application de tracking, il n'y a qu'un historique de proximité, appelons-le comme ça, c'est-à-dire une liste de pseudo-identifiants des gens que tu as rencontrés, auxquels d'ailleurs tu n'as pas accès. Mais il n'y a pas de géolocalisation, on ne sait pas où tu as été, on ne sait pas ce que tu as fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie différence avec les outils qui peuvent être développés en plus de ce genre d'application chez nos partenaires européens. On a fait le choix pour deux raisons. D'abord parce que c'était en lien, ça correspondait à nos valeurs et à nos règles. Et donc, il n'y a pas besoin de modifier la loi pour faire en sorte de déployer cette application. Pas par rapport à l'état d'urgence sanitaire, par rapport à la loi avant l'état d'urgence sanitaire. Et puis, je pense qu'il y a un enjeu de déploiement. C'est que si nous arrivons à déployer cette application et si nous avons bien la preuve que c'est utile dans une stratégie de déconfinement, mais ça, c'est aux épidémiologistes de le dire, alors il faudra faire en sorte qu'on puisse le faire adopter le plus massivement possible. Et là, je pense que pour que les Français l'adoptent, il faut qu'ils soient rassurés sur le caractère liberté publique et vie privée. C'est ce que tu peux nous préciser aussi aujourd'hui, c'est que ça sera sur la base du volontariat totalement. Il n'y aura aucune obligation d'installation de l'application. Oui, il y a beaucoup de garde-fous et de lignes rouges. La première, c'est qu'effectivement, c'est sur la base du volontariat. Il n'y aura aucune contrepartie qui sera demandée à l'application, à l'installation de l'application. La deuxième, c'est le caractère temporaire, à la fois des données qui ne sont pas gardées au-delà de 2 ou 3 semaines, puisque de toute façon, ça n'a pas d'intérêt de garder l'historique de proximité au-delà de 2 ou 3 semaines, puisque c'est le temps d'incubation. De l'application, elle n'aura pas vocation à aller au-delà de la période épidémique. Et puis, 2 autres éléments absolument importants. D'abord, le caractère totalement anonyme. J'insiste, personne n'aura accès à rien. Personne n'aura accès à aucune donnée. La seule donnée qui est disponible… Ni même l'État. Ni même l'État, ni même les autorités sanitaires. La seule donnée qui est disponible, c'est que vous avez été en contact avec quelqu'un, allez vous faire tester. Tu ne sais pas avec qui. Et tu ne sais pas il y a combien de temps. Dernier élément qui est très important, je le répète, c'est une application qui sera open source. Et donc, n'importe quel informaticien pourra vérifier qu'elle fait bien ce que l'État dit. Je précise par ailleurs 2 autres choses. C'est que nous avons saisi le gouvernement, à la fois la CNIL et le Conseil national du numérique, qui rendront leur avis formel sur l'application
avant le débat parlementaire qui a lieu mardi et mercredi. D'accord, d'accord. Et donc, ça veut dire que ce que tu confirmais sur le respect du droit, c'est vrai aussi pour le droit européen, et notamment le règlement, le RGPD, qui encadre toute la question de la gestion des données numériques. Bien sûr, bien sûr. L'application ne nécessite aucune modification, ni d'aucune loi, ni d'aucun code. Alors, on a des questions qui nous sont posées pendant le live sur la technique même. On a mentionné le Bluetooth. Ouais. Alors, à la fois des questions sur la dangerosité du Bluetooth, ce sont des questions qui sont posées par Frédéric notamment, ou par Martine sur le fait que le Bluetooth vide la batterie et donc n'est pas utilisé forcément en permanence, ou en tout cas si on l'oblige à avoir une utilisation du Bluetooth en permanence, ça vide la batterie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que c'est des éléments, j'imagine que vous travaillez sur ces points? Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le Bluetooth? C'est qu'il faut pouvoir mesurer la distance. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens si on prend tous les téléphones qui sont à plus de 10 mètres. Et la seule technologie à la fois anonyme et puis qui permette de mesurer la distance, même si elle n'a pas été conçue pour ça, mais ça a été un très très gros travail des équipes franco-allemandes pour mesurer la distance. Avec le Bluetooth, nous pouvons mesurer si tu as 2 mètres, 3 mètres ou 4 mètres. Et donc, à partir de là, qualifier le fait que tu es cas contact, c'est-à-dire que tu as un risque d'avoir été contaminé de manière précise. Le Bluetooth, c'est vrai, quand il est allumé, vide la batterie. Honnêtement, ça ne fait pas se vider la batterie en 1 ou 2 heures. Donc, il faut trouver quelque part un arbitrage qui permet d'utiliser une technologie qui est anonyme, c'est-à-dire pas de géolocalisation, parce que l'autre option, c'était évidemment le bornage GSM, qui permet de mesurer les distances, et puis qui est utilisable à peu près sur quasiment tous les smartphones. Il y a à peu près 80% de la population qui a des smartphones. Je pense que la plupart a du Bluetooth. Et je pense qu'un smartphone peut tenir allumé avec le Bluetooth avec une application qui fonctionne pendant plusieurs heures. Et donc, ça couvre le cas d'utilisation. Ok. Et donc, effectivement, on a cette possibilité. Alors, tu évoquais la question de la distance. Est-ce que vous avez déjà arbitré ce qui serait la distance et le temps de contact, ou c'est des choses qui sont encore en cours de travail? Non, il y a plusieurs éléments qui entrent dans le calcul du risque, qui sont la distance, le temps de contact, le nombre de fois où tu as croisé la personne, parce que tu peux croiser quelqu'un 5 fois si c'est un collègue de travail, moins de 5 minutes. Ça, ce sont des épidémiologues de l'Institut Pasteur, de l'INSERM, qui sont en train de travailler pour bien déterminer ce qu'est un cas contact. Je vois une question laquelle je me permets de répondre sur le côté. Où est stockée la donnée? J'aurai l'occasion de préciser dans les jours qui viennent qui travaille sur le sujet. Il n'y a que des entreprises françaises qui sont… Donc, c'est piloté par INRIA, qui est l'Institut national de recherche, notamment en intelligence artificielle et en numérique, qui est donc en fait l'Institut d'excellence dans le numérique français, qui le fait en coordination avec les Allemands, également avec les Suisses, et là, les Anglais et les Italiens sont en train d'entrer dans le projet. Il y a des entreprises françaises qui sont impliquées dans le projet. Mais si la question est est-ce que nous passons par l'API Google qui a été évoquée, non, nous ne passerons pas par l'API Google et Apple. Nous pensons que ce projet est un projet souverain, que c'est un projet sanitaire d'abord, c'est une application sanitaire, et que la politique de santé, encore plus dans cette période de crise, doit être à la main des États européens. Et donc, nous souhaitons développer notre propre architecture. D'accord. Et pour autant, tu évoquais Apple et Google, on lit que dans les difficultés liées au développement de l'application, il y a la relation avec ces opérateurs, plutôt pour la partie, j'imagine, hardware sur les téléphones. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quels sont les points de blocage aujourd'hui? Effectivement, il y a un des points de blocage. Développer l'application est compliqué. Et il y a les meilleurs chercheurs allemands et français sur le sujet. Voilà. Un des points de blocage particuliers que nous rencontrons, c'est certaines limitations liées aux iPhones. Nous n'avons pas de problème pour le développer sous Android, mais liées à iOS, qui est que, par exemple, quand tu as une application qui tourne avec du Bluetooth allumé sur iPhone et que tu la mets en arrière-plan, chacun verra ce que ça veut dire, iOS éteint le Bluetooth de manière graduelle. Et donc, c'est évident qu'on ne peut pas demander aux gens de retourner sur l'application chaque heure. Donc, on a quelques points très précis qui nous posent problème avec iOS et dont nous avons besoin qu'Apple modifie ces données, enfin, en tout cas ce mode de fonctionnement, pour faire en sorte que l'application soit utile. Il ne faut pas confondre ceci, qui est un besoin technique pour que nous puissions développer notre propre application qui fonctionne selon les règles de notre processus sanitaire, avec une proposition qui a été faite par Apple et Google, qui est de dire, nous, on va faire une API, donc un système technique,
qui va vous permettre de faire cela, mais avec une partie qui est gérée par nous. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique. D'accord. Et ça, ma réponse est très bien, faites-le. Ça peut être utile pour des gouvernements qui n'ont pas la capacité de développer une application. Nous, dès lors que ce truc-là respecte l'ensemble des règles et des lois européennes et françaises, ça ne pose pas de problème, mais ce n'est pas ce qu'on va utiliser. Nous, on veut développer. D'ailleurs, c'est la position des Allemands et des Italiens. J'en parlais hier avec mon homologue italienne qui me disait qu'elle avait exactement la même position. Eux, ils veulent pouvoir développer une application qui est en lien avec leur système de santé. Alors, ce que tu dis est vrai pour Apple ou Google. On voit aussi qu'il y a des solutions issues d'entreprises privées qui développent en parallèle. On le lit en tout cas dans la presse. C'est aussi la raison pour laquelle tu souhaites privilégier la solution développée par les chercheurs, la solution publique. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui proposent des solutions. Moi, je dis, l'intérêt d'une application, on l'a compris, c'est de le prendre dans un ensemble de politiques sanitaires avec des masques, des tests. Le fait que quand tu puisses te déclarer, il faut que ce soit avec un test positif, donc ça doit être pensé en lien avec le dispositif, le système d'information des tests. La seule application qui sera recommandée par l'État, qui sera en lien avec le système sanitaire, que ce soit à l'entrée ou à la sortie d'ailleurs, c'est l'application qui est pilotée par Enria. Après, d'autres entreprises peuvent développer d'autres applications. On est dans un pays libre. Dès lors qu'elles respectent la règle, je n'ai pas à leur interdire. Mais il y a une seule application qui sera celle qui est recommandée par l'État dans le cadre du confinement et qui servira dans le cadre de la stratégie de sortie de confinement. C'est celle sur laquelle travaille Enria. Et alors, on aborde beaucoup la question des libertés publiques. C'est ça qui a fait débat, y compris au sein même de la majorité, sur une question très légitime qui est celle de l'équilibre avec la question des libertés individuelles, et avec un argument qui revient sur le fait que même si c'est le volontariat, il y a une sorte de pression sociale pour qu'on soit obligé d'installer l'application, que son employeur ou n'importe qui puisse justement dire tu peux reprendre le travail, mais est-ce que tu as installé l'application, etc. Et qu'au fond, ce volontariat soit un volontariat qui soit un peu factice. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment rassurer ceux qui ont cette crainte, qu'on peut comprendre, de big brotherisation, si je puis dire, de notre société? D'abord, je pense que nous aurons l'occasion de nous exprimer très clairement, notamment pendant le débat parlementaire, mais cette application, pour être acceptée, et d'ailleurs pour être en règle avec nos valeurs et nos lois, elle doit être sur une base volontaire. Et donc, tout employeur, toute association, tout magasin qui exigerait de la part des personnes qui travaillent avec lui, des personnes, d'installer l'application qui le vérifierait pour pouvoir travailler, entrer dans un magasin, serait dans une situation d'illégalité. Et ça, je pense qu'il faut être extrêmement clair. Il ne peut pas y avoir de pression sociale. Après, je veux juste rappeler quelque chose. Imaginons que dans un groupe d'amis, ça peut arriver, voilà, il y a un peu de pression pour dire « t'exagères, quand même, tu n'es pas responsable, etc., etc. » Il faut juste avoir en tête la conséquence de ça. La conséquence de ça, elle est nulle. C'est-à-dire, même si toi, tu n'as pas très envie, mais tu installes l'application, la seule conséquence, c'est que si jamais tu croises des gens qui ont été en contact, qui ont été déclarés positifs depuis, tu vas avoir une notification, mais tu en fais ce que tu veux. C'est-à-dire, il n'y a aucune autre conséquence. Personne n'a accès à la liste de tes contacts, personne ne sait qui est positif. Et puis, si tu veux pas aller te faire tester, tu ne te fais pas tester. Je vois un certain nombre d'interactions sur le côté. Oui, bien sûr, tout cela vient dans une stratégie de masque et de test. Et tout cela n'a d'intérêt que dès lors qu'on reçoit une notification, cela nous donne accès à un parcours sanitaire, à un enquêteur sanitaire, le cas échéant à des tests, etc. etc. Donc, l'application en elle-même, elle ne résout rien. Elle est nécessaire et utile dans le cadre d'une stratégie pour éviter que l'épidémie reparte, et elle n'est nécessaire et utile que si elle se pense dans une stratégie de déconfinement qui inclut notamment la question des tests. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est vraiment ça rentre dans un tout et une stratégie globale, masque, test, isolement et outils numériques qui viennent évidemment en service. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça serve pour d'autres épidémies à venir par la suite? Est-ce que ça pourrait s'installer durablement dans notre société, ce genre d'outil-là? Non, je veux être très très clair, la réponse est non. C'est-à-dire que nous avons une situation exceptionnelle. Le déconfinement est quelque part une terre inconnue, nous ne savons pas exactement comment ça va se passer. Ce que nous disent les épidémiologistes, c'est qu'il faut utiliser beaucoup d'outils, essayer beaucoup d'outils pour faire en sorte qu'on soit certain que l'épidémie ne reparte pas. Mais cette situation est exceptionnelle. Et donc, l'application que nous déployons, même si elle respecte toutes les libertés publiques, nous ne prévoyons pas
qu'elle aille au-delà de l'épidémie de Covid-19. Mais il faut bien avoir en tête que tant qu'il n'y a pas de vaccin ou tant qu'il n'y a pas de traitement, le fait qu'il y ait une ou deux personnes dans la nature qui soient infectées, parfois sans le savoir puisqu'elles sont asymptomatiques, c'est le risque que tout le monde reparte en confinement et que l'épidémie reparte, puisque à l'origine de l'épidémie en France, c'est quelques personnes qui, à la fin, terminent par un confinement généralisé, mais parce que c'est un déploiement exponentiel. Ouais, ce qui pose au fond une question centrale qui est celle de l'effectivité de l'application. Toi, tu en parles avec, au fond, beaucoup d'humilité aujourd'hui sur le fait qu'on peut ne pas aboutir non plus, notamment sur le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de monde qui l'utilise si l'application est effective, avec une question derrière qui est celle de la fracture numérique. Alors on sait que l'accès aux smartphones, etc., a beaucoup augmenté. C'est vrai peut-être pour la population senior, il y a encore des grosses difficultés. Quel est l'état de situation aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors, cette question de la fracture numérique, c'est une question sur laquelle moi je me suis engagé depuis très longtemps et qui est effectivement au cœur du débat. Juste pour donner une idée des chiffres, il y a à peu près 4 Français sur 5 qui ont un smartphone, mais au-dessus de 70 ans, c'est seulement 40%. Et il y a surtout beaucoup de gens, 13 millions de Français, qui se sentent sans aucune compétence numérique, c'est-à-dire qu'ils peuvent éventuellement avoir un smartphone, mais qui comprennent pas bien comment ça marche, ne savent pas faire de démarches. Et ces personnes-là sont en situation de fragilité. Donc, la première chose, c'est que nous réfléchissons, mais c'est beaucoup plus compliqué, à essayer de contourner le problème en déployant peut-être quelque chose comme un boîtier qui remplirait les mêmes choses et qui n'obligerait pas à passer par un smartphone. Mais très honnêtement, c'est très compliqué. Je ne suis pas certain que ce soit faisable. Et surtout, ça prendra beaucoup plus de temps que de le développer sur une application sur smartphone. La deuxième chose, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cœur, ce sont des enquêtes sanitaires à la main. Et les enquêtes sanitaires à la main, elles se fichent de savoir si vous êtes dans une zone couverte ou non couverte par la 4G, dans une zone couverte ou non couverte par... en tout cas, elles vont chercher toutes les personnes, puisque c'est des enquêtes physiques et téléphoniques. Et donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que les gens sont quand même protégés. L'application, elle est utile, notamment dans un cadre où ça vient de manière surnuméraire, dans des endroits où il y a beaucoup de gens dans les transports en commun, il y a beaucoup de gens dans les supermarchés, il y a beaucoup de gens. Et donc, elle est utile dès les premiers pourcentages de déploiement, notamment dans les villes. Et donc, elle sera de toute évidence utile. Ce n'est pas la panacée, mais elle permettra de couvrir cette question des villes, cette question de ces endroits où on se croise beaucoup sans pouvoir savoir qui on a croisé, qui, d'une certaine manière, c'est heureux parce que c'est les endroits où le taux de diffusion des smartphones est le plus important. Encore une fois, ce n'est pas une solution magique, mais c'est une solution utile et probablement nécessaire dans un panel de choses qui allient des tests et des masques. Parfait. Le débat aura lieu à l'Assemblée fin avril, 27 et 28 avril. Non, 28 et 29. Donc le 28 à l'Assemblée et le 29 au Sénat. Parfait. Peut-être j'élargis pour conclure notre échange sur le point de la fracture numérique qui est très présent dans la crise sanitaire, notamment pour les enfants et l'accès à l'enseignement, l'accès à l'école. Il repose par nature en ce moment beaucoup sur les outils numériques. On a vu que c'est quelque chose qui a éloigné un certain nombre d'enfants de l'enseignement de l'école. Il y a eu des initiatives qui ont été prises là-dessus. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot et en quoi, je sais que c'est un sujet d'engagement pour toi, qu'est-ce que le gouvernement peut faire sur ce sujet-là? Oui, je pense que, en tout cas, ce que révèle la crise, c'est à quel point le numérique est devenu l'épine dorsale de notre société, de nos institutions, de nos entreprises, et à quel point la France n'est pas assez avancée. D'autres pays comme la Corée du Sud que je connais bien, la différence entre avant la crise et après la crise, la transition vers une éducation numérique s'est faite naturellement puisque tout le monde était occupé, les profs avaient l'habitude d'apprendre sur Internet, etc., etc. Mais ça ne concerne pas que l'éducation. Je pense à tous ceux qui n'ont pas Internet, qui ne savent pas s'en servir et qui du coup n'ont même plus accès à des choses aussi basiques que se déclarer sur la CAF, se déclarer sur Pôle emploi, télécharger l'attestation pour sortir, faire de la télémédecine, etc., etc. Et donc, c'est la double peine, quelque part. Non seulement vous êtes confiné, mais vous n'avez pas accès à ces biens essentiels, ni même à des outils comme ceux qu'on utilise aujourd'hui qui permettent de garder le lien avec sa famille. Et donc, il faudra penser, je pense absolument essentiel, à l'après-crise, comment on fait pour regagner cette question des outils et comment on fait pour avancer, pour réduire cette fracture numérique qui est terrible, surtout s'il devait y avoir d'autres pandémies à l'avenir. C'est notamment le cas de l'éducation. Il y a des mesures d'urgence qui ont été prises, de telle manière qu'on puisse utiliser les espaces de travail numériques. Pour ceux qui n'avaient pas accès au numérique, en utilisant la poste et en envoyant les copies par
par la poste, déploiement par Julien Denormandie et Jean-Michel Blanquer d'ordinateurs. Avec Adrien Taquet, nous avons travaillé sur l'initiative des ordis pour nos enfants qui ont permis d'apporter des milliers d'ordinateurs dans les centres de l'aide sociale à l'enfance, donc des enfants qui déjà étaient défavorisés, en plus n'avaient pas d'ordinateur et donc n'avaient été complètement déscolarisés. Mais je pense qu'il faut repenser à sortir de cette crise. Le numérique est devenu un bien essentiel, peut-être comme l'eau et le gaz, pour notre société. Ça veut dire l'équipement, ça veut dire le raccordement, ça veut dire savoir s'en servir. Et il faut évidemment le penser dans le cadre d'une souveraineté, puisque l'autre chose que ça révèle, c'est que nous sommes excessivement dépendants d'outils américains notamment. Ce n'est pas mal en soi, mais au moins faudrait-il que nous puissions avoir le choix et que nous puissions avoir des outils européens qui font exactement la même chose. C'est un sujet d'investissement, c'est un sujet de recherche, mais en tout cas, je pense qu'il faut le repenser de cette manière-là, parce que cette crise a montré que nous n'étions quelque part pas au niveau, même si des progrès avaient été faits, notamment dans les dernières années, et donc il faut faire cet effort de mise à niveau après la crise, mais en tout cas, ça a mis le doigt sur quelque chose qui fait mal. Et c'est vrai que le projet, vous le menez aussi au niveau européen, et cette souveraineté-là, c'est à l'échelle européenne qu'on pourra la construire certainement de façon la plus efficace. C'est vrai pour certainement la maîtrise de la fabrication de nos médicaments, on en parle beaucoup, mais aussi de la maîtrise de nos données, j'imagine, pour demain. Aujourd'hui, que tu veuilles faire de la visio ou que tu veuilles faire, qu'une entreprise veuille avoir recours au cloud, il y a des entreprises françaises qui se débrouillent pas mal. Je pense à OVH, je pense à Dassault Systèmes, mais elles sont extrêmement loin de ce que savent faire les entreprises américaines ou les entreprises chinoises, et il n'y a pas d'alternative européenne. Et donc, dans une Europe qui se veut souveraine, souveraine politiquement, il n'y a pas de souveraineté politique s'il n'y a pas une souveraineté numérique. Et donc, c'est un sujet sur lequel nous devons réfléchir. C'est beaucoup d'argent. Il faut se rendre compte que Amazon, par exemple, qui est le leader mondial du cloud, c'est 22 milliards d'investissements par an. 22 milliards d'investissements par an. Donc, il faut se rendre compte de l'effort qui est fait par d'autres pays, qui n'a pas été fait jusqu'ici par l'Europe, et qui nous met dans une situation de dépendance qui est problématique économiquement, technologiquement, mais surtout politiquement, parce que nous n'avons pas la main sur l'ensemble de nos choix. Bien, merci beaucoup Cédric. C'était une ouverture très intéressante pour l'avenir et aussi la construction de ce monde d'après que nous allons devoir construire ensemble évidemment. Merci d'avoir répondu de façon très précise aux questions qui se posaient. Le débat parlementaire sera l'occasion évidemment de continuer dans une démocratie à se soumettre à toutes les questions qui peuvent se poser sur ces outils numériques qui seront au cœur de la stratégie de déconfinement, comme on a pu le comprendre. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Restez chez vous et à demain soir. Au revoir.